Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Et si l'on se passait de supermarchés durant le mois d'avril, c'est l'invitation lancée par plusieurs associations qui veulent ainsi mettre en lumière le circuit court et les petits producteurs. Ces structures restent en effet fragiles à la recherche d'un équilibre financier pas toujours simple à trouver. Mais peut-on faire sans les grandes surfaces? Et pourquoi changer ses habitudes de consommation? On va en parler ce soir avec nos invités. Voilà, des invités qui vont rentrer sur le plateau et que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Sylvie Droulance, bonsoir. Vous êtes la directrice de Consommation, un des acteurs donc, de ce mois sans supermarché. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Magali Guyot, bonsoir. Vous êtes la directrice du collectif 5C, comme collectif des coopératives citoyennes pour le circuit court. Exact. 5 mots avec C, donc d'où le nom de ce collectif. Merci d'être avec nous ce soir. Alors c'est l'ironie du sort aujourd'hui de parler de ce mois sans supermarché, Sylvie Droulance, à l'heure où on annonce la fermeture des Cora et 1800 emplois menacés. Alors on pourrait dire, voilà, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Je trouve que c'est triste déjà pour les emplois. Par contre, c'est vrai que les propositions de solutions alternatives sont aussi des emplois de sens et apportent une réponse réellement à ce type de situation où on a aujourd'hui des multinationales qui aujourd'hui engagent un certain nombre de personnes, décident de changer leur politique économique et mettre donc un ensemble de personnes au chômage. Aujourd'hui, au niveau des acteurs alternatifs, on crée également un ensemble d'emplois, des emplois de sens, de qualité, qui justement créent des emplois parallèles. Exemple, si on prend le circuit court, un emploi dans le circuit court va générer 3 emplois parallèles. Et donc, ce n'est pas négligeable. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des solutions. Alors, on ne va peut-être pas pouvoir absorber les 1200 personnes, mais en tout cas, il y a des possibilités. Et aussi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir de comment moi, en tant qu'individu, je peux aussi créer un autre monde par le fait de créer de nouveaux projets, créer de nouveaux magasins, créer de nouvelles alternatives, etc. C'est aussi un gros potentiel. Par exemple, tout ce qui est réemploi des emballages, c'est un des chantiers qui va amener plein d'emplois à terme aussi. Oui, mais sans supermarché, ça veut dire beaucoup de structures qui ferment et des milliers d'emplois qui disparaîtraient. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est juste qu'il faut changer les modèles. Aujourd'hui, on met beaucoup l'axe sur la grande distribution en montrant la fragilité quand même au niveau de l'emploi. Et donc, c'est en venant soutenir les modèles alternatifs qu'on va pouvoir permettre d'offrir des emplois de qualité qui vont pouvoir durer dans le temps. Et ça, c'est très différent. C'est une autre manière de voir les choses. C'est de se dire, on va travailler avec des plus petites structures, mais ces emplois vont pouvoir durer dans le temps, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, les grandes structures comme des grandes surfaces comme Cora, sont fragiles malgré tout aussi. Et donc là, ça ne peut pas durer dans le temps. Oui, alors Magali Guyot, sans supermarché, c'est possible, vous pensez, aujourd'hui? Mais ça devient socialement nécessaire. Les supermarchés ont pour finalité de répondre à leur propre profit. Et nous, le cœur de notre motivation, c'est de placer l'humain avant le profit. Donc nous, on veut développer une alimentation qui est au service de la santé des consommateurs, qui est au service de la société, avec la dignité de revenus des producteurs, la dignité de revenus des travailleurs, des employés, et la protection de l'environnement, de notre environnement à tous. Ouais, et vous, vous avez abandonné les supermarchés, vous n'y allez plus jamais? Je ne vais pas mentir, ça m'arrive une fois de temps en temps, comme tout un chacun, mais le moins possible. J'ai vraiment changé toute ma manière de consommer pour me concentrer avec un plaisir immense sur les magasins en circuit court, les magasins à la ferme. Quel plaisir de rentrer dans un magasin dans lequel on sent déjà le foin et les carottes. Oui, alors les alternatives, vous pensez qu'elles offrent tous les produits disponibles aujourd'hui, même si on n'a pas beaucoup de temps pour faire ses courses, vous avez l'impression que c'est possible? Ah oui, aujourd'hui c'est ce qu'elles essaient de bien montrer, qu'aujourd'hui la gamme de produits qui est disponible est vaste. La différence par rapport à la grande distribution, c'est qu'effectivement on va plutôt avoir des produits de finalité. On disait on va chercher des pâtes, du riz, des choses comme ça, donc déjà pas des produits de grandes marques. On va plutôt soutenir des producteurs, des projets derrière, mais on trouve tout ce qu'on a besoin pour le quotidien. Donc aujourd'hui, quand on va dans un magasin alternatif, on va d'abord chercher des pâtes, mais on ne va pas chercher 40 000 autres produits, on va chercher l'essentiel. Et ça, c'est aussi une nouvelle tendance aussi de se dire, tiens, est-ce que j'ai besoin d'aller dans une grande distribution pour acheter plein de choses que je n'aurais pas besoin, qui vont me faire acheter plus que ce que je n'ai besoin, tandis qu'ici, on revient à l'essentiel et on vient surtout au contact direct avec les producteurs, avec des humains aussi, qui sont là pour répondre à nos questions quand on a besoin de comprendre comment tel produit est fait, etc.
Oui, et qu'est-ce que vous avez comme retour? Ce n'est pas la première fois que vous faites ce mois sans supermarché. Est-ce que vous constatez que le message percole, en fait, qu'il est entendu? Alors, en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de l'importance de changer le modèle de consommation. Ce qu'il y a comme réalité, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'on crée une campagne comme celle du mois sans supermarché, où là, en fait, c'est de leur montrer qu'il y a des alternatives. Et quand les consommateurs savent enfin qu'il y a des alternatives, ils disent « Ah, mais tiens, c'est vrai, je n'avais pas imaginé que je pouvais aller chez mon producteur en direct. Ah, je n'avais pas imaginé qu'il y avait un petit magasin de circuit court juste à côté de chez moi, etc. » C'est juste ça, en fait. Aujourd'hui, ils vont peut-être par défaut à la grande distribution parce qu'ils ne savent pas qu'il y a plein d'autres alternatives qui existent. Oui, et les circuits courts, les producteurs dans les circuits courts, est-ce qu'ils sentent les retombées de cette opération? Est-ce que ça crée une émulation, vous pensez, et des habitudes surtout sur le long terme? Alors, au niveau des producteurs, c'est l'un de nos impacts cibles. On a perdu 57% des agriculteurs en Wallonie sur les 30 dernières années. On va perdre le même pourcentage sur les 10 prochaines années. Donc nos initiatives, elles sont nées pour soutenir une alternative de commercialisation pour les producteurs. Donc il est évident qu'ils sentent l'impact de nos actions. Il y a 12% des agriculteurs wallons qui s'impliquent dans les circuits courts à travers notamment les coopératives. Et donc, c'est une impulsion très forte et absolument nécessaire aujourd'hui, puisque la grande distribution ne leur offre pratiquement aucune porte de sortie. Alors, le circuit court, il a connu de beaux jours. C'était un des effets de la crise du Covid, où il y a eu un retour vraiment vers ce type de magasin et ce type de producteurs. Et puis après, il y a eu le boomerang qui est revenu avec des années difficiles. C'était le cas notamment en 2022, où pendant l'été, la coopérative, le magasin coopératif Biscoop à Schaerbeek ne parvenait pas, par exemple, à écouler toute sa production de légumes. On avait été faire un reportage à l'époque, je vous propose d'en voir un extrait. Dans ce magasin schaerbeekois, on retrouve des fruits, des légumes et des coopérateurs. Chaque mois, ils donnent quelques heures de leur temps pour avoir accès à ces produits, une alternative à la grande distribution. On a nos petits maraîchers, donc entre autres Montaval, de Pontelard, tous les producteurs de fruits et légumes qui ont du mal à écouler leurs produits. Les coopérateurs sont mis au courant. Entre l'inflation et les vacances, les producteurs sont nombreux à ne pas savoir écouler leur stock. Ils se retrouvent avec plein de produits qu'ils ne peuvent pas vendre et donc du coup ils ont des surstocks et des produits qui une production en perte. Et donc du coup on a essayé de trouver un moyen de pouvoir les aider sur ce plan-là. Les producteurs avaient besoin qu'on vienne acheter leurs produits puisqu'ils en avaient en abondance et il y a beaucoup de gens qui sont en vacances et donc voilà, je suis venue. L'inquiétude est partagée par la coopérative où les rayons se vident de moins en moins vite. On le ressent beaucoup, on a vraiment beaucoup de clients qui font moins leurs courses ici et qui vont compléter avec de la nourriture de moins bonne qualité. On voit que nos ventes ont baissé, elles sont vraiment au niveau de 2019 ou avant. L'opération lancée pour soutenir les producteurs séduira peut-être de nouveaux coopérateurs. Voilà, alors Magali, ça c'était la situation en août 2022. Quelle est la situation des producteurs en avril 2025 ? Donc, les coopératives de distribution, elles impliquent à la fois des producteurs et des consommateurs. Et c'est ça qui fait la force de nos initiatives. C'est la vraie démocratie de l'alimentation. Et ça se stabilise. Les situations vont globalement bien sur les chiffres 2024. On voit qu'il y a une stabilisation de la situation. Donc stabilisation, est-ce que ça veut dire que on a déjà fait des reportages sur cette antenne de producteurs bruxellois qui avaient du mal à vivre de leur production? Quelle est la situation des membres de votre collectif ? Alors, du côté des producteurs, même s'il existe des initiatives aujourd'hui pour les aider à commercialiser, la situation reste toujours extrêmement complexe. Aujourd'hui, on a une alimentation mondiale qui est située au plus petit commun dénominateur de prix et de qualité. Alors, des producteurs qui essayent de travailler dans une agriculture paysanne et de donner tout ce qu'ils ont pour fournir une alimentation de la meilleure qualité, mais ils ont difficile de s'y retrouver quand ils sont confrontés à une concurrence venue de très loin et produite dans des quantités infernales. Ouais. On avait vu des producteurs après la crise du Covid qui avaient fait des investissements et puis qui ne s'en sortaient pas, qui ont arrêté. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui des productions à un moment donné qui doivent stopper faute de rentabilité ?
Oui, il y a des situations humaines dramatiques, il y a des situations économiques très graves, mais je veux vraiment insister sur la possibilité d'action des citoyens et dans le fait de changer la manière de faire leurs courses, mais pas seulement dans une dimension de sauver le monde, c'est aussi se faire plaisir et se faire du bien que de faire leurs courses dans des points de distribution alternatifs. Il y a un plaisir incroyable de faire ses courses. Il y a toutes sortes d'actions d'inclusion sociale qui sont mises en place pour accueillir toute génération, les enfants, les adultes, dans l'interculturalité, dans l'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment des points de vente qui ne s'arrêtent pas uniquement au métier de la vente, mais qui réouvrent à ce que c'est vraiment l'alimentation dans la convivialité. Oui, alors quelle est la situation des magasins bio? On a vu qu'ils ont traversé une crise également, les magasins coopératifs également. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que la barre est redressée ou ça reste compliqué? C'est sûr qu'on en a perdu en chemin, malheureusement, mais par contre on sent effectivement cette stabilisation. Le fait qu'aujourd'hui les magasins certains reprennent même des chiffres d'affaires d'avant Covid, donc ça c'est positif, c'est-à-dire que les choses évoluent, ça reste qu'on a trop peu de clients. Et donc ça c'est sûr qu'il faut ce changement de système, ce changement de mentalité pour justement aller vers d'autres lieux d'achat pour pouvoir faire acheter des bons produits type fruits et légumes, etc. Qu'est-ce qui manque selon vous? C'est quoi? C'est le temps? C'est l'idée aussi que c'est peut-être plus cher? Qu'est-ce qu'il manque pour attirer vraiment plus de clients? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà le fait qu'on n'est pas à armes égales par rapport à la communication. Déjà aujourd'hui, quand on allume la radio, on allume la télé, on ne voit que des publicités de grande distribution. On ne voit pas des magasins alternatifs qui mettent en avant leurs propositions. Donc ça, c'est déjà une chose. Effectivement, on doit lutter contre plein de préjugés, que le circuit court, le vrac, le bio, c'est plus cher. Aujourd'hui, nous, on a fait une étude, un observatoire des prix qui compare le bio en grande distribution par rapport aux magasins alternatifs. Et aujourd'hui, le panier qu'on a fait ici en février, la différence de prix entre les deux, sur 22 produits dans ce panier, c'est seulement 4 € de différence, même 3,90 € de différence. Donc c'est vraiment rien, et à ça s'ajoutent des alternatives positives, c'est que quand on achète justement dans ces magasins alternatifs, on a plus de local, plus de sans emballage, et on soutient tout un modèle sociétal. Ce qui est important aussi de dire, c'est que le consommateur, à la fois, il a un pouvoir extrêmement fort qui est son pouvoir d'achat, le fait d'acheter et de décider à qui il donne son argent, mais quand il achète à un producteur local, ou quand il achète à un petit acteur local, en fait, l'argent reste ici en Belgique. Il ne part pas à l'étranger. Et donc, en fait, il va soutenir aussi sa situation de citoyen. C'est de l'argent qui va aller pour les hôpitaux, c'est de l'argent qui va aller pour le système de la société en général. Et ça, c'est extrêmement fort. Et je pense qu'aujourd'hui, le consommateur n'est pas suffisamment conscient de cette force qu'il a. À la fois pour sa santé, mais à la fois plus largement sur tout le système en lui-même. Et ça, c'est ce qu'on essaie de vraiment mettre en avant, en fait, par rapport au travers d'actions comme celle-ci. Oui, alors il y a la question du prix. C'est vrai qu'elle rentre en ligne de compte. C'est un thème qu'il faut pouvoir aborder, ça. Ou alors c'est d'autres vertus qu'il faut mettre en avant quand on achète chez ces petits producteurs? C'est un ensemble. Le prix n'est pas seulement le prix de vente. Le prix de vente compte, mais avant de faire un prix de vente, il y a un prix d'achat. Dans nos magasins, les producteurs fixent leur propre prix. Et les magasins, les coopératives font la marge la plus réduite possible pour offrir un prix accessible aux consommateurs. Mais ça veut dire justement que vous êtes compétitif. Ce message-là, il n'est pas toujours entendu en fait par rapport aux grandes surfaces. Mais on est compétitif dans toute une large marge de choses. Pas seulement une question de prix, les valeurs qu'on met derrière, la qualité de l'alimentation, l'accueil qu'on met, la sensibilisation, l'intérêt à l'humain, la convivialité. Dans nos magasins, vous trouverez des recettes, vous trouverez des gens qui vous proposent des cours de cuisine, vous trouverez toutes sortes d'autres alternatives, y compris liées à l'économie sociale, d'ailleurs avec les ressourceries, etc. Donc voilà, c'est vraiment une offre intégrée. Oui. Et pourtant, vous avez voulu montrer que ces magasins étaient compétitifs parce que j'imagine que c'est une question qui vous revient souvent, ça. Mais ça revient tout le temps. Chaque fois, le bio, le vrac, le circuit court, c'est cher. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui avoir un observatoire pour vraiment prouver le contraire. Et comme je dis, effectivement, on a aujourd'hui des faits concrets, des chiffres concrets qui peuvent le montrer. Après, c'est vrai que nous, on compare des produits bio
à un autre produit bio. Donc ça, c'est important de comparer des pommes avec des pommes. Et c'est vrai que parfois, on nous dit, oui, mais moi, j'achète pas bio, et donc le bio, ça me paraît plus cher. Mais de nouveau, quel est le prix, en fait, de la santé, quel est le prix de la bonne santé de nos sols, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est la collectivité qui paye quand les sols se dégradent, qu'on a de moins en moins de production à cause des sols qui sont dégradés. Et je pense qu'on regarde à très court terme, et il faut souvent regarder à plus long terme, et c'est très difficile, je pense, pour tout individu, de manière générale, de se dire, je dois me projeter plus loin, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans 10 ans, dans 20 ans. Mais aujourd'hui, en changeant son alimentation, on peut vraiment avoir un impact. Et moi, je pense tous les jours à mes enfants, en fait, en faisant ça, quand je décide ça. Oui, et justement, par rapport à ça, vous me disiez tout à l'heure, stabilisation du chiffre d'affaires du secteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à l'abri de nouvelles fermetures aujourd'hui où l'équilibre est très fragile? Si j'avais une boule de cristal, je saurais plus m'adapter ou voir comment ça se passe. Non, je pense que ça reste tendu. Ça reste tendu, effectivement. Et donc, on doit continuer à se battre. Ça, c'est un problème, c'est qu'on doit se battre. Et en fait, aujourd'hui, ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être naturel. On devrait devenir la norme et de se dire, aujourd'hui, si je fais mes achats, je fais d'abord mes achats dans les points de vente alternatifs parce que je soutiens tout un système, je soutiens des producteurs, je soutiens le fait de la qualité des sols, la biodiversité, etc. Et c'est ma responsabilité en tant que consommateur. Mais je ne dis pas qu'il n'y a que les consommateurs qui ont une responsabilité, évidemment, c'est même politique, c'est aussi au niveau des entreprises qui doivent aussi s'engager dans d'autres modèles économiques. En fait. Alors c'est vrai que vous défendez un modèle vertueux de l'agriculture où on préserve les ressources, mais on a quand même entendu lors des manifestations des agriculteurs, certains agriculteurs demander un allègement, par exemple, des normes sanitaires, des normes environnementales. Alors il y a parfois aussi un double discours de la part des producteurs. Écoutez, on vient d'avoir, avec un certain courage politique d'ailleurs, la publication du biomonitoring en Wallonie, qui met en évidence qu'il n'y a plus un seul corps humain exempt de métaux lourds, de pesticides et autres. Aujourd'hui, et de plastique. Aujourd'hui, l'impact de tout ce modèle agro-industriel sur notre santé et sur la santé des agriculteurs, en premier lieu, c'est un taux de maladie gigantesque. Un jeune sur 440 développe un cancer avant l'âge de 15 ans aujourd'hui en Europe et ce taux augmente de 1% depuis 30 ans. La situation, en fait, elle est catastrophique avec un impact sur notre sécurité sociale qui est gigantesque. Si on changeait l'ensemble du modèle, qu'on soutenait ces agriculteurs financièrement, techniquement, socialement, dans une transition de modèle, dans laquelle ils peuvent continuer à vivre dignement, mais dans laquelle ils se sentent responsables et sont partie prenante de l'alimentation et de la santé de la population, tout le monde y serait gagnant. Le problème, c'est les lobbies qui entretiennent cette pensée qu'on ne peut pas changer de système. Il est fondamentalement nécessaire de changer de système parce que le système tue lui-même les agriculteurs. Oui, mais en même temps, il y a eu du répondant par rapport aux politiques, dans les demandes des agriculteurs d'être plus souples dans l'application des normes environnementales et sanitaires. Il y a eu une réponse du politique. Est-ce qu'il y a une déception de votre part par rapport à ça ? Alors, il y a un ensemble de choses qui ont été demandées. La priorité allait surtout à une simplification administrative. Aujourd'hui, l'administralisation, elle tue tous les secteurs et en priorité les secteurs manuels, les secteurs en lien avec le vivant qui demandent aux travailleurs de la terre un temps de travail gigantesque. Sur base de cette simplification administrative, certains lobbies ont été calqués une diminution de l'effort environnemental, qui n'est pas de l'intérêt ni des agriculteurs, ni des mangeurs. Donc je pense que certains lobbies ont gagné, mais ce n'est que provisoire, parce que je suis certaine que les citoyens vont se réveiller et qu'à un certain moment, on l'espère surtout, les politiques vont prendre leurs responsabilités en matière de protection sanitaire publique. Oui, alors vous parlez de nécessité de faire connaître les magasins, de faire connaître vos actions. Est-ce que vous êtes satisfaite aujourd'hui de la réponse politique par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez assez soutenu par la région wallonne, par exemple, ou par la région bruxelloise, dans les actions que vous menez, ou même par la Fédération Wallonie-Bruxelles?
Non, il n'y a jamais assez. En fait, je pense que la tâche est tellement immense et aujourd'hui, surtout, les contextes économiques font que beaucoup d'associations sont même mises en péril et les acteurs liés également. Donc aujourd'hui, non, nos acteurs ne sont pas soutenus. On ne met pas en place suffisamment d'incitants pour que ça aille dans le bon sens. Et comme Magali disait, c'est aujourd'hui, c'est ceux qui font mal les choses qui ne payent rien et tous ceux qui font bien les choses doivent payer en plus un certificat bio, machin, bazar. C'est peut-être peu caricatural, ce que vous dites. C'est un peu généraliste. Je suis d'accord, mais c'est vrai que souvent c'est ça. Quand on veut bien faire les choses, on veut avoir un certificat bio, on va le payer cher en fait. Pourquoi ? Alors qu'on fait bien les choses et qu'on permet au sol d'être préservé, on permet à la santé des gens d'être sécurisés, etc. Donc je pense qu'il n'y a effectivement pas assez de moyens pour les aider dans l'envie d'aller vers quelque chose de plus vertueux, de plus durable, etc. Oui, vous partagez cet avis. La réponse politique, elle ne vous satisfait pas aujourd'hui ? Elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. On parle vraiment ici de souveraineté alimentaire. Il y a aujourd'hui une et de plus en plus ultra-minorité de producteurs qui doivent nourrir une ultra-majorité de consommateurs. L'enjeu est de taille. Il faut vraiment qu'on réinvestisse les métiers en lien avec le vivant, en lien avec l'agriculture, la transformation alimentaire. Si les politiques n'y mettent pas les moyens, on finira par avoir une alimentation qui sera totalement importée, avec une dépendance géostratégique encore plus importante. Oui, mais on sait que les difficultés économiques, elles sont là aussi pour une partie des citoyens. Vous le dites, la part réservée à l'alimentation n'est pas très importante et va en diminuer, d'où la difficulté supplémentaire finalement pour faire passer votre message. Non, en fait, c'est très simple, parce que sans alimentation, il n'y a aucun autre secteur économique qui fonctionne. Donc, l'alimentation, c'est la base. C'est la base dans un État, surtout dans les conditions géostratégiques aujourd'hui, dans un État qui doit acquérir un certain degré de protection, d'abord se nourrir avant tout. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir du bon sens. C'est impossible autrement. Oui, alors vous le dites, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de boule de cristal, etc. Mais est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui pour l'avenir du secteur ? J'ai envie d'être optimiste, et c'est un peu comme Magali le dit. Je pense que comme on n'a pas d'autre choix, on ne va pouvoir qu'aller vers ça. Après, moi, je vois des initiatives, par exemple, à Bruxelles. Ils ont mis en place une stratégie qui s'appelle la shifting économique, et c'est justement de faire une transition pour que les acteurs aillent vers plus de durabilité, etc. Et après, de dire, s'ils ne sont pas dans ces indicateurs, à terme, je ne sais plus à quel moment, mais en 2030, je pense, eh bien, en fait, ils n'auront plus droit aux primes. Et c'est une manière aussi d'inciter. Je pense qu'il faut une certaine carotte aussi pour stimuler. Et donc, je pense qu'on va vers ça, mais on va trop lentement vers ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un instant d'urgence. C'est nécessaire et indispensable d'agir très vite. Et en fait, souvent, on a envie d'attendre trop longtemps avant de dire on va modifier les choses. Et c'est ça qui fait que peut-être la politique aussi prend du temps. On est dans des échéanciers très courts et ça ne va pas, en fait. Il faudrait avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus complète, en fait. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que dans l'ordre des priorités des citoyens, cette priorité-là, elle a perdu quelques places ? Oui, forcément, la grande distribution déborde d'une offre indécente. Le problème, c'est que ça ne nourrit pas l'humain. Nous sommes physiquement constitués de ce que nous mangeons, et si on continue à s'abîmer en ingurgitant ce qu'on mange pour l'instant, on va continuer à s'abîmer, aussi bien socialement, au niveau sociétal, au niveau environnemental, au niveau santé. Ben voilà, merci de votre message. C'est terminé pour aujourd'hui, et donc on vous invite donc à pousser la porte de ces magasins coopératifs. Il y en a plusieurs à Bruxelles, Sylvie. Ah oui, il y en a pas mal en tout cas, oui. Il faut aller se promener sur les sites lemoissansupermarché.be et il y a plein de références pour aller trouver des lieux alternatifs. Voilà, il y a plein de références et vous pouvez même vous investir dans ces magasins coopératifs, comme on l'a vu dans le reportage. Merci d'avoir partagé votre expérience sur le plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.